BFM TV, l'après-midi info. Karine de Ménonville, Benjamin Dubois. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV, édition spéciale avec cette question. À quoi va ressembler la réplique israélienne après l'attaque inédite de l'Iran la nuit dernière? Le risque d'escalade est-il réel? Un cabinet de guerre se réunit en ce moment en Israël autour de Benyamin Netanyahou pour évoquer la manière de répondre. La punition s'est réalisée, ce sont les mots du président iranien Ebrahim Raïssi qui menace Israël. Il promet une réaction plus forte en cas, je cite, de comportement imprudent. L'Iran qui a aussi convoqué les ambassadeurs britanniques, français et allemands suite aux propos des autorités de ces trois pays. Les États-Unis ont aidé Israël à abattre les missiles comme la France ou la Jordanie. Le président américain Joe Biden a convoqué ce dimanche les dirigeants du G7 par visioconférence pour coordonner une réponse diplomatique unie. Mais les Américains disent qu'ils ne participeront pas à une offensive sur l'Iran. À quoi pourrait ressembler une riposte d'Israël après la première attaque directe menée par l'Iran contre l'État hébreu? Un cabinet de guerre israélien se réunit en ce moment pour décider de la suite. De son côté, le président iranien menace Israël d'une réaction plus forte. Nous serons dans un instant en Israël, à Tel Aviv, avec Mathias Sinbar. Nous serons également en Iran. On en parle avec nos invités, Manas Shirali, spécialiste de l'Iran, et le général Jérôme Pellistroni. On va tout de suite retrouver en Israël Mathias Sinbar, journaliste I24 News. Vous êtes à Tel Aviv. Le cabinet de guerre se réunit maintenant depuis plus d'une heure. Oui, effectivement, tout autour de Benyamin Netanyahou et du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui ont été nommés par le cabinet de guerre pour prendre seuls les décisions. Et un indice concernant vraisemblablement les prochaines étapes de riposte israélienne, eh bien on les a du côté, et il faut lire entre les lignes, du côté du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui monte au créneau et qui dit qu'il faut absolument montrer qu'Israël est en train de devenir, que Israël est en train de devenir. Alors, Mathias Sinbar, un petit souci de liaison avec vous. On va vous retrouver dans quelques instants. Général Pellistroni, évidemment, on va suivre ce qu'il se passe du côté de Tel Aviv, du côté d'Israël, pour ce cabinet de guerre, la réponse qui va être apportée. Et Mathias Sinbar nous le disait tout à l'heure, ça dépend aussi beaucoup des États-Unis. Les États-Unis qui disent, en gros, nous, on ne soutiendra pas de riposte contre l'Iran de la part d'Israël. En tout cas, les États-Unis. On ne s'impliquera pas dans cette riposte. Ce qui est un petit, il y a une nuance. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre que la difficulté pour donc Jérusalem, c'est après ce qui s'est passé cette nuit, c'est de trouver une riposte qui évite un engrenage et donc une crise majeure, mais qui soit suffisamment forte pour, en quelque sorte, dissuader Téhéran. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'options qui sont sur la table. Alors, bien sûr, tout cela est confidentiel, des options qui ont certainement dû être discutées aussi avec les Américains. Alors ça peut aller sur des frappes sur le territoire iranien, sur d'autres types d'actions, des actions clandestines. Donc il faut un éventail d'actions et il y aura donc un choix politique qui sera fait par le cabinet sous la direction de Benyamin Netanyahou. Mais il est vrai qu'il faut également pour Israël prendre en compte la position des États-Unis. Merci Général. On retrouve Mathias Sinbar. La connexion a été rétablie. Mathias, on vous écoute. Vous étiez en train de nous raconter ce qui se jouait dans ce cabinet de guerre. Oui, effectivement, pardonnez-moi, effectivement, il y a eu un problème technique. Je disais, les déclarations d'Itamar Ben-Gvir il faut lire entre les lignes, elles sont très claires. Lorsque ce dernier monte au créneau, on sait qu'il est marqué très à droite et qu'il dit qu'il faut absolument riposter contre l'Iran. On comprend visiblement que sa position ne va pas être entendue et que celle de Benyamin Netanyahou et du ministre de la Défense, Yoav Gallant, vont dans le sens visiblement des États-Unis qui ont très clairement aidé Israël dans cette protection du ciel israélien. Et donc, visiblement, on se rend, et pour reprendre un petit peu l'explication du général juste avant, on se dirige vraisemblablement, tel que le préconisent d'autres anciens ministres et qui sont membres également du cabinet de guerre, vers une riposte sans doute d'abord vers Rafah et vers également les proxys iraniens. Je pense au Hezbollah au sud-Liban, ce qui a été le cas en début d'après-midi où un entrepôt de drones et de missiles de précision
a été impacté par l'aviation israélienne de manière officielle, qui en a pris la responsabilité à Baalbek. C'est en profondeur du territoire iranien. Et sans doute d'autres milices irako-syriennes. On sait qu'il y a une frontière aujourd'hui qui s'appelle la frontière à Abu Kamal entre la Syrie et l'Irak. C'est là qu'a positionné énormément de munitions l'Iran. Et donc, on sans doute, du côté d'Israël, on va s'atteler à répondre positivement à la demande des Américains de frapper d'abord les proxys et en contrepartie de demander, comme je le disais, une riposte sans doute d'une campagne militaire à Rafah et plus élargie au Liban. Mathias, un mot avec vous sur la population. Évidemment, la population qui suit cette réunion qui a lieu cet après-midi. Comment a-t-elle réagi à cette attaque inédite la nuit dernière ? C'était la vraie question hier soir parce que, vous savez, la population israélienne a été extrêmement ébranlée après ce qui s'est passé le 7 octobre et la manière dont les renseignements militaires, dont l'état-major tant militaire que politique n'avait pas su venir ces attaques. Et donc, en réponse, la population israélienne se posait la question de savoir est-ce que véritablement l'idée qui dit qu'il y a un parapluie de défense antiaérienne en Israël depuis 15 ans est satisfaisant pour empêcher toute pénétration de projectiles depuis l'étranger. Et force est de constater que cette population a respecté les directives. Elle est restée à une très grande majorité chez elle et elle a été agréablement surprise de voir que c'est une première. Très sincèrement, c'est une première. Je pense que le général va confirmer. C'est la première fois au monde qu'un pays est attaqué par autant de drones d'attaque, de missiles de croisière et 99% du taux d'interception. C'est du jamais vu et donc c'est la raison pour laquelle la population israélienne ce matin se réveille avec un sentiment quand même que l'armée israélienne a su répondre présente au moment venu. Merci Mathias Inbar, donc en direct d'Israël pour parler de ce cabinet de guerre qui se réunit toujours. Juste un mot, Général Pellistrandi, vous confirmez le côté inédit de cette attaque ? Oui, tout à fait. C'est la première fois d'abord que l'Iran s'attaque directement au territoire israélien. Il y a bien entendu, depuis 1979, l'utilisation de ce qu'on appelle ces fameux proxys. Mais là, c'est la première fois. Et c'est la première fois que Israël est soumis à une attaque d'une telle ampleur, avec un mélange donc, de drones, de missiles balistiques, de missiles de croisière. Jusqu'à présent, c'était des missiles ou des roquettes envoyées par le Hezbollah ou par le Hamas, mais dans des proportions moindres. Et là, ce qui est extrêmement important, c'est que le taux de réussite d'interception est extrêmement élevé, 99%. Donc ça démontre une excellence de tout ce qui a servi, la détection, la destruction. Et ce qui veut dire à l'inverse que pour les Iraniens, certes, il y a un effet psychologique qui est important, mais l'effet militaire, moins de 1% qui arrive au bout, c'est pas extraordinaire. Alors on va aller justement en Iran pour rejoindre Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI à Téhéran. L'Iran qui estime que l'attaque a atteint tous ses objectifs, mais le président iranien menace Israël d'une réaction plus forte, alors que le ministre des Affaires étrangères dit lui que l'Iran n'a pas l'intention de poursuivre ses opérations défensives, Siavosh. Absolument. En fait, le président iranien est sur la même ligne que les autres responsables politique iranien. Depuis ce matin, donc, les chefs des forces armées iraniennes, des gardes de la révolution, le ministre des Affaires étrangères et le président ont répété la même position vis-à-vis après l'attaque qui a été menée donc, dans la nuit contre Israël. Donc il y a plusieurs points. Tout d'abord, Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. On voit les liaisons sont assez compliquées et c'est bien normal avec ce qui se passe dans la région en ce moment. Avec nous en plateau, Manaz Shirali. Bonjour, vous êtes sociologue, politiste iranienne, spécialiste de l'Iran. On l'a dit, cette attaque menée par l'Iran est inédite. C'est une confrontation directe. L'Iran dit avoir atteint ses objectifs. Israël dit avoir déjoué cette attaque à 99%. Comment vous comprenez les déclarations du côté du gouvernement iranien qui dit en quelque sorte, bon, c'est bon, on a répliqué, on peut en rester là? Ils se croient les maîtres du monde. Ils attaquent un pays avec 300 missiles et 300 drones et après ils disent, voilà, on a terminé. Ne ripostez pas, ne nous répondez pas.
De l'autre côté, on voit un pays qui est menacé, qui a été attaqué le 7 octobre. Ensuite, il est attaqué par le Hezbollah. Il est attaqué hier soir par 300 missiles et drones. Et on lui dit, ne riposte pas. Vous savez, il y a quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste militaire comme le général pour comprendre que la situation n'est pas équilibrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas systématiquement attaquer un pays, après lui dire, restez-en là et ne faites rien. Je pense que cette attente de la part des Américains ou le reste de la communauté internationale envers Israël est un petit peu irrationnelle. Hier, on avait parlé des menaces. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de riposte de la part de l'Iran, ou est-ce que vous pensiez que ce serait pire que cela? D'abord, ça me fait vraiment la peine quand vous dites l'Iran. Ça, c'est la République islamique. La République islamique d'Iran. L'Iran est envahi par la République islamique. Cette guerre n'est pas la guerre des Iraniens contre Israël, c'est la guerre des ayatollahs. C'est la guerre des dirigeants de la République islamique contre Israël. Donc, les Iraniens ici sont vraiment les premières victimes de la situation parce que c'est leur argent. 20 milliards de dollars hier soir est parti en fumée. Pourquoi? Pour rien. Pour dire... Les Iraniens sur les réseaux sociaux disaient que les feux d'artifice feraient mieux de victimes. Ce n'est pas qu'elles cherchent à avoir des victimes, surtout pas du côté des Israéliens, mais pour vous dire à quel point cette opération militaire est ridicule, dérisoire et sans importance aux yeux des Iraniens qui ne comprennent pas. Ça veut dire que la majorité des Iraniens ne cautionnent pas ce qui s'est passé? Absolument pas. Ouais. Ces gens que vous avez vus dans la rue, ce sont les mercenaires de la République islamique et vous pouvez imaginez qu'un pays qui a 85 millions d'habitants est quand même capable, ses dirigeants sont quand même capables de faire sortir une centaine de personnes dans les rues devant les caméras pour donner le change à la planète entière. Une opération baptisée par l'Iran, promesse honnête. Oui. Honnêtement, ça veut tout dire. Exactement. Tout est dans le titre. Général, un mot sur le risque d'escalade. Est-ce qu'on va vraiment vers une escalade s'il y a réplique de la part d'Israël? Alors en fait, la problématique, elle est bien du côté de Téhéran. Ouais. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé, Israël est dans son bon droit de répliquer. Alors après, quelle va être la nature de la riposte? Mais il est clair que la problématique, elle est bien à Téhéran. Elle n'est pas en Israël. Donc quelle va être l'attitude du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, sachant qu'il y a également, comme vous le disiez, des luttes de pouvoir, d'un pouvoir qui se sait fragile. Il y a des contestations sociétales, il suffit de voir la place qui est accordée aux femmes. Hein. Donc, comment tout ça va s'imbriquer? Il y a par contre une certitude, c'est que les pays du Golfe, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, eh ben, ils souhaitent qu'une seule chose, c'est que l'influence régionale de Téhéran soit diminuée. Alors après, bien sûr, il y a un problème majeur, c'est ce fameux détroit d'Ormuz, parce que le détroit d'Ormuz, c'est par lequel transite une très grande partie, notamment des flux pétroliers et ainsi de suite. Et donc, un blocage du détroit d'Ormuz aurait des conséquences extrêmement graves, bien sûr pour la région, mais avec des conséquences en cascade, et y compris pour nous, Européens. Alors après cette nuit inédite, comment calmer le jeu en quelque sorte? Comment arriver à faire en sorte que ce conflit ne s'envenime pas plus? C'est un peu le rôle joué par les États-Unis. Joe Biden a assuré Israël de son soutien inébranlable face à l'attaque de l'Iran. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Les chefs d'État et de gouvernement du G7 se réunissent cet après-midi par visioconférence à la demande de Joe Biden pour coordonner une réponse diplomatique unie. Voilà, Joe Biden qui a en effet convoqué ses homologues du G7 pour, comme vous l'avez dit, coordonner une réponse diplomatique unie après, je cite, une attaque éhontée de l'Iran. Joe Biden qui, dans un appel avec Benjamin Netanyahou hier soir, a réaffirmé le soutien inébranlable des États-Unis à Israël. Il a également dit, eh bien, dans un communiqué qu'Israël avait fait preuve d'une capacité remarquable à se défendre contre des attaques sans précédent. Il a également
rappeler que les États-Unis avaient contribué à abattre presque tous les missiles et les drones en provenance de l'Iran. Je vous rappelle que Joe Biden est rentré d'urgence hier à la Maison-Blanche parce qu'il avait prévu un week-end dans sa résidence balnéaire du Delaware et donc il a repris la route hier vers la Maison-Blanche. Il est arrivé vers 17h heure locale et il s'est tout de suite réuni avec son équipe de sécurité nationale, son ministre de la Défense, son ministre des Affaires étrangères, le directeur de la CIA, notamment dans la Situation Room. Et l'attaque iranienne a eu lieu quelques heures après. Sonia, Joe Biden a dit à Israël de ne pas lancer d'offensive majeure sur l'Iran, à laquelle, si elle a lieu, les États-Unis ne participeraient pas. Oui, alors vraiment l'administration Biden redoutait un embrasement régional depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël. Et donc vraiment les États-Unis aujourd'hui tentent de calmer le jeu. Ils veulent surtout pas, notamment en période électorale, être embarqués dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient et encore moins un affrontement direct avec l'Iran. Selon un officiel, Joe Biden aurait même dit à Benjamin Netanyahou « You gotta win, take the win ». Donc vous avez une petite victoire, prenez la victoire. Ils ne veulent pas vraiment que Benjamin Netanyahou réplique. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est à peu près le scénario à laquelle s'attendaient les États-Unis, parce que ces derniers jours, on avait appris via les renseignements américains qu'en effet, l'Iran allait lancer une offensive massive sur Israël, mais que l'Iran voulait tenter d'éviter une réplique américaine et donc qu'elle allait attaquer pour envoyer un message à Israël, notamment après l'attaque d'Israël sur le consulat iranien à Damas, mais qu'elle allait faire en sorte de ne pas faire trop de dégâts pour éviter une réplique américaine. Donc c'est à peu près le scénario auquel s'attendait l'administration Biden et qui est en train maintenant de tenter de calmer le jeu et de pousser Israël, de mettre la pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il ne contre-attaque pas. Sonia Dridi en direct de Washington. Général Pellistran dit deux choses. Tout d'abord, les renseignements américains mieux renseignés que jamais, on a envie de dire, puisque ça fait plusieurs jours qu'ils avaient prévenu Israël et leurs différents alliés de ce qui allait se passer. Et il y a cette pression américaine pour être toujours aux côtés d'Israël, mais aussi tenter, si c'est possible, que ça ne s'envenime pas plus. Oui, et c'est extrêmement important, parce qu'il faut aussi prendre le contexte intérieur américain. Nous sommes en pleine campagne électorale. Joe Biden est confronté à donc Donald Trump. Qu'il l'a pas loupé au passage. Voilà, qu'il l'a pas loupé. Une partie des démocrates a reproché à Biden un soutien peut-être un peu trop inconditionnel à Israël, notamment avec tout ce qui se passe à Gaza. Donc l'objectif pour Biden, c'est de trouver la voie étroite pour permettre en quelque sorte à Israël de riposter, mais sans enclencher une spirale guerrière dans la région, avec également, effectivement, la problématique, c'est que derrière, il y a aussi le prix du carburant. C'est une préoccupation de tout le monde, et en particulier lorsque vous êtes en campagne électorale. Un mot aussi sur la réaction de la communauté internationale. Alexis Cuvillier nous a rejoint. Réaction notamment de la France. La France qui, on le rappelle, a aidé Israël pour intercepter les missiles et les drones iraniens. Oui, le président de la République a publié sur son compte Twitter un message. C'était en milieu de matinée, environ 12 heures après le début de l'attaque iranienne. On va voir ce message peut-être apparaître à l'image. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité, dit Emmanuel Macron, solidarité avec le peuple israélien et attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Fin de citation. Le chef de l'État qui doit participer très probablement dans les prochaines minutes à une visioconférence du G7. Cette visioconférence a été annoncée par le gouvernement italien qui détient la présidence tournante du G7 en ce moment. Emmanuel Macron qui suit naturellement de très près la situation depuis hier soir. Mais à l'heure où nous nous parlons, il n'est pas prévu que le chef de l'État préside un conseil de défense à l'Élysée. Le conseil de défense, c'est cette instance qui se réunit très régulièrement pour coordonner la politique de sécurité de la France. Nous nous y sommes familiarisés avec le risque terroriste et avec les attentats de 2015 et de 2016 notamment. Mais ces membres, les membres du conseil de défense, le Premier ministre, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères ou de l'Intérieur, sont parfois convoqués un peu à la dernière minute en fonction de l'actualité. Ça avait été le cas notamment il y a 3 semaines après l'attentat de Moscou. Et pour l'instant,
En tout cas, en ce qui concerne le suivi de cette crise internationale, ce n'est pas encore le cas. Il faut également noter que contrairement, par exemple, au Premier ministre britannique Rishi Sunak, le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas personnellement confirmé ce dont vous parliez il y a quelques instants, Benjamin, cette implication de l'armée française dans l'élimination de drones iraniens la nuit dernière. Ce n'est pas de l'Élysée qu'est venue cette information, mais de d'autres sources, notamment militaires. Merci beaucoup Alexis. On continue de parler bien évidemment de ce qui s'est passé il y a quelques heures, cette attaque inédite, cette attaque historique de l'Iran contre Israël, contrée à 99% grâce au dôme de fer israélien, mais aussi grâce aux alliés d'Israël, en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ont aidé à l'interception de ces quelques 300 drones et missiles. Le cabinet de guerre se réunit en ce moment en Israël pour savoir quelle réponse, quelle riposte. Y aura-t-il une riposte militaire directe? Les États-Unis semblent faire pression pour tenter une désescalade. On en parle dans quelques instants. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin. Basculez dans un confort absolu. DS4, voyagez en French Class. Découvrez notre nouvelle motorisation DS4 hybride. Le confort à la française sans recharge. Le nouveau Tempur Pro, le matelas Tempur qui s'adapte mieux que jamais à votre corps. Né de la technologie de la NASA, des milliards de cellules ultra-sensibles allègent 20% de pression supplémentaire. Tempur pour un sommeil vraiment réparateur. Ce métier, on le fait pour les gens et pour la ville. Chaque jour, on essaye de le faire mieux, tous ensemble. Et quand on va tous bien, on travaille mieux. C'est ça utile. Ensemble, on contribue à une société meilleure. On rend la ville plus agréable à vivre. C'est ça le sens du service public. Quand les agents territoriaux sont mieux protégés, c'est toute la collectivité qui en profite. MNT, être utile est un beau métier. Parce que Paris est la ville de l'amour. Parce que c'est à Berlin qu'on vibre sur ce son. Et que ce silence mérite d'être écouté. Nous repoussons les limites avec une autonomie électrique jusqu'à 680 km. Nouveau Peugeot i3008, 100% électrique. Comme Clarisse Agbenienou, commencez la journée comme un champion avec Alpro. Pour un petit déj tellement bon que c'est difficile de s'arrêter, même quand l'entraînement a commencé. Pas vrai, Clarisse? Alpro, réveillez le champion en vous. Partenaire officiel de Paris 2024. Les 3 raisons pour lesquelles vous devez tester Comme J'aime pour perdre du poids. La première, ça marche vraiment. En seulement 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. Eh oui, 15 kilos. La deuxième, c'est super pratique. Je reçois tous mes plats dans un colis. Je n'ai pas à faire les courses, ni cuisiner, ni compter les calories. La troisième, c'est vraiment trop bon. Il y a plus de 50 plats. J'aurais jamais cru pouvoir manger tout ça et perdre du poids. En plus, c'est seulement à partir de 3,92 € par repas. Alors, tu te motives? Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Les belles au bois dormant d'aujourd'hui ont très bien capté comment se faire réveiller en beauté. Chut, il arrive. Ok, je me tais. Croissant chaud. Donc je disais, chez Aldi, le pain et les viennoiseries sont cuits en magasin et ça, tout au long de la journée. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Et retrouvez notre pain au chocolat cuit sur place au prix discount de 49 centimes chez Aldi.
Renault Clio E-Tech Full Hybride existe aussi en motorisation essence ou GPL à partir de 160 € par mois. Papa, mets le masque purifiant Horace sur ton visage comme ça. Ah, y a Thibaut du bureau qui demande quel est le meilleur produit Horace pour hydrater sa barbe. Huile pour barbe, patchouli et sel, ce sera parfait. D'ailleurs, on peut en prendre une pour nous. C'est comme ça depuis que mon entourage utilise comme moi les soins pour hommes Horace. Ouais, papa. Horace, soins naturels pour tous les hommes. Disponible en boutique et sur horace.com. Your Art, c'est le site pour tous les amoureux de l'art. Pour montrer, mais aussi exposer et vendre. Pour acheter, collectionner ou offrir. L'art enfin accessible à tous est sur Your Art. Une œuvre par semaine à gagner. Participez sur yourart.art. Ma cliente, elle est restauratrice. Elle a une fissure. Elle s'est dit « Oh, la galère !» Non, pas avec Carglass. Pour vous, on a toujours une solution. Le rendez-vous, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Les papiers, on pré-remplit votre déclaration. Vous n'avez plus qu'à signer. Une franchise à payer. Non, chez Carglass, pour la majorité de nos clients, c'est 0 franchise. Et quoi d'autre? Les balais d'essuie-glace Bosch. En ce moment, pour vous, c'est gratuit. Le service Carglass, c'est 0 contrainte. Alors votre rendez-vous, c'est sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver sur notre site. Carglass remplace. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pas de rando, hein. Piscine. Piscine. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Ouais, non mais attends, là, c'est parce qu'on les a éclatés. Regarde, t'as vu, on consomme vachement moins que les autres. C'est pas vers ça, ici. Oh, ça, c'est vous. Ça, c'est eux. Je vous vois. Avec l'appli Total Énergie, comparez votre consommation à celle de foyers similaires. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Les publicités de voitures commencent souvent comme ça. Chez nous, c'est comme ça qu'elles se terminent. Chez Aramis Auto, nos voitures d'occasion sont reconditionnées par des experts pour vous offrir la meilleure qualité avec une garantie 0 frais d'entretien pendant 1 an. Et surtout, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Comme ça, avec ces 30% moins cher, à vous les balades dans des paysages de publicité. Enfin, si c'est votre truc. Trouvez votre nouvelle voiture sur aramisauto.com. Aramis Auto. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais quand on cherche à réduire ses factures en isolant mieux, en consommant moins d'eau et en se chauffant différemment, ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Détendez-vous dans votre chambre avec douche privative en regardant l'infotrafic avec les hôtels première classe. Faux trafic, un coup d'œil sur les prévisions de Bison Futé. Vous voyez, c'est vert. C'est pas très compliqué dans le sens des départs et des retours. C'était l'infotrafic avec les hôtels première classe. Première classe, détendez-vous dans votre chambre avec douche privative. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. La météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-bretons.fr. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? Voici la météo avec Indeed. Indeed, pour trouver l'emploi que vous méritez. Voilà la météo avec Autosphère. Nos concessions vous accompagnent dans l'achat, la vente et l'entretien de votre véhicule. Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Cette journée de dimanche n'était pas si mal, surtout au sud, avec encore des températures très élevées, ce soleil. Au nord, c'était un petit peu plus mitigé, de l'air plus frais déjà qui s'est fait sentir, et puis ces nuages un peu plus nombreux. Radical changement de temps. Pour le début de semaine, l'anticyclone va se rétracter sur l'Atlantique. C'est une masse d'air plus froide qui arrive. Nous allons retrouver, vous le voyez déjà, côté ciel, de nombreux changements près des côtes de la Manche, des nuages, des pluies, de bonnes rafales de vent, des ondées orageuses dans l'est, de l'Alsace jusque sur les Alpes. Et puis d'une manière générale, on aura cet axe nuageux, instable, du sud-ouest au nord-est. Entre ces zones, ce sera plutôt lumineux, notamment sur le pourtour méditerranéen, où le vent devrait se renforcer dans l'après-midi. Et puis dans l'après-midi, la dégradation du matin près de la Manche va gagner du terrain sur une petite moitié nord, des nuages, des pluies, un vent qui se renforce. Les côtes de la Manche retrouveront un temps un peu plus clément, mais ça restera quand même assez chaotique. Un temps instable aussi sur les Alpes, au pied des Pyrénées. Ailleurs, ce sera plutôt encore ensoleillé, mais les températures auront bien baissé, vont bien baisser. En tout cas, regardez déjà au lever du jour cette masse d'air plus fraîche qui arrive. 6 degrés à Rennes, 7 à Lille, on attend 10 à Bourges, il fera 15 degrés. Ce sera la valeur la plus élevée, ce sera
à Lyon au lever du jour et dans l'après-midi. Et bien là aussi, des températures en nette baisse. On est encore globalement dans des valeurs de saison, pas à Lille avec seulement 12 degrés, 15 degrés pour Paris. Il fera encore chaud sur le sud-est, notamment sur le golfe du Lion avec jusqu'à 26 degrés. Ce sera pour Montpellier, 25 à Marseille. Ailleurs, donc quand même une baisse généralisée. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. C'était la météo avec Déménageurs Bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-bretons.fr. Vous cherchez le bon équilibre vie pro-perso, le bon salaire, le bon job? C'était la météo avec Indeed. Indeed, changeons le monde du travail. C'était la météo avec Autosphère. Nos concessions vous accompagnent dans l'achat, la vente et l'entretien de votre véhicule. Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Il est 15h30, les titres de l'après-midi info. Quelle réponse d'Israël à l'attaque iranienne? Le cabinet de guerre se réunit toujours en ce moment autour de Benjamin Netanyahou. Tsahal affirme avoir déjoué 99% des tirs grâce à son système de défense et grâce à l'aide de ses alliés. Le président iranien menace Israël d'une réaction plus forte et appelle l'État hébreu à ne pas réagir militairement. L'Iran qui convoque les ambassadeurs britanniques, français et allemands et appelle les États-Unis à rester à l'écart du conflit. Israël qui a donc réussi à contrer l'attaque grâce à ses alliés, au premier rang les États-Unis. Les États-Unis qui affirment via la Maison-Blanche qu'ils ne veulent pas d'une escalade ni d'une guerre avec l'Iran. Déclaration il y a quelques minutes par un communiqué. Le cabinet de guerre se réunit toujours en Israël après cette attaque historique contre le pays. La première attaque directe jamais menée par la République islamique d'Iran. Plus de 300 drones et missiles interceptés à 99% selon Tsahal. Ce cabinet de guerre peut-il déboucher sur une riposte? À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures côté israélien? Le porte-parole du gouvernement israélien a fait un point il y a quelques minutes. L'Iran tire les ficelles depuis le 7 octobre, à travers le Hamas et leurs autres proxys. Désormais, l'Iran a décidé de retirer son masque et de nous attaquer directement. Cette attaque a été lancée par le régime génocidaire de Téhéran, avec l'intention très claire de tuer les hommes, les femmes et les enfants israéliens. Sans l'action rapide de nos forces et le soutien de nos alliés, Israël aurait pu se réveiller aujourd'hui avec un bilan et une réalité bien différents. Le Premier ministre a discuté avec le président américain Joe Biden sur la sécurité et le cabinet de guerre. Nous remercions nos alliés pour leur aide dans ces temps difficiles. L'État d'Israël est fort, notre armée est forte, notre population est forte. Nous nous défendrons contre n'importe quelle menace. Nous le ferons avec force et détermination. On va voir donc quelle forme prendra cette riposte générale. Un petit mot par rapport à ce que dit le porte-parole du gouvernement israélien qui emploie le mot proxy. On l'entend beaucoup. Aujourd'hui, les proxys, le Hezbollah libanais ou les Houthis Yémen notamment. Oui, c'est ça. En fait, il faut comprendre que dans les guerres actuelles, vous avez des États qui mènent ces guerres, en l'occurrence l'Iran, voilà, et ils utilisent ou instrumentalisent des groupes armés, donc notamment le fameux Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza ou les Houthis. Et donc, c'est le terme américain de proxy, c'est des intermédiaires qui sont utilisés pour répondre à des objectifs politiques ou militaires. On va aller retrouver Chani Guidalia, journaliste I24 News. Vous êtes, vous, dans le nord d'Israël. Quelle est la situation dans cette région, quelques heures après l'attaque iranienne qui a été appuyée par le Hezbollah ? Eh bien, écoutez, après cette nuit historique, les sirènes d'alerte ont repris dans la matinée dans le nord d'Israël. Mais depuis 10 heures ce matin, il n'y a pas eu d'alerte. Alors, je rappelle qu'en parallèle de cette attaque iranienne, eh bien, le Hezbollah a lui aussi tiré des roquettes simultanément sur Israël. Plus d'une centaine de roquettes ont été tirées. La plupart ont été interceptées et il n'y a pas eu de blessés. Donc, je l'ai dit, dans la matinée, pas d'accalmie puisque les sirènes ont retenti dans plusieurs localités de Galilée. Sur ce point, on peut dire qu'il n'y a rien d'anormal puisque
puisqu'on est revenu à une situation que le nord d'Israël connaît et vit chaque jour depuis le 8 octobre en raison des attaques quotidiennes du Hezbollah. Et comme après chaque attaque du Hezbollah, Tsahal là aussi a riposté. L'armée de l'air a mené une frappe aérienne dans la région de Nabishit qui se situe près de Baalbek. Donc on parle véritablement d'une attaque en profondeur dans le territoire libanais puisque ça se situe dans le nord-est du Liban, à 80 km à peu près de la frontière avec Israël. Et là-bas, l'armée israélienne a affirmé qu'elle avait visé un site important de fabrication d'armes qui appartient au Hezbollah. Donc on voit que les opérations de l'armée de l'air se continuent toujours dans le Liban. Et même si on est revenu à un calme relatif à la frontière, on s'attend à des développements dans la région dans l'après-midi, voire dans la soirée, en raison d'une possible, voire d'une probable riposte de Tsahal à cette attaque iranienne, puisque vous l'avez dit, le cabinet de guerre israélien se réunit en ce moment sur la question et même Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a déclaré que Tsahal répondra à cette attaque de l'Iran par des gestes et non pas par des mots. Merci beaucoup, Chani Gudialia, journaliste I24 News, ce cabinet de guerre qui est en cours. Dans un peu moins d'une demi-heure, il y aura également les dirigeants du G7 qui vont s'entretenir par visioconférence. Côté iranien, l'attaque vue depuis l'Iran, la punition s'est réalisée. Ce sont les mots du président iranien Ebrahim Raïssi qui menace Israël. Il promet une réaction plus forte en cas de comportement imprudent. Jules Boiteau. Dans les rues de Gombad au nord de l'Iran, une foule en liesse ce dimanche, venue célébrer l'attaque sur Israël. Un sentiment de victoire, car si l'État hébreu dit avoir intercepté 99% des tirs, pour les autorités iraniennes, tous les objectifs ont été atteints. Les impacts sur lesquels nous disposons d'informations précises et documentées montrent que l'opération a été menée avec plus de succès que prévu. Dès hier soir, après l'annonce de cette attaque historique, des milliers de personnes ont défilé dans la capitale Téhéran. Quelques heures plus tard, la population interrogée évoque une juste riposte après la frappe attribuée à Israël par l'Iran début avril sur son consulat à Damas, qui avait causé la mort de 7 gardiens de la Révolution. Nous avions cette tristesse et cette colère dans le cœur et nous attendions toujours que la vengeance soit faite et que les Israéliens soient punis pour leur brutalité. Nous sommes fiers et honorés qu'une réponse dure et cassante ait été donnée au régime sioniste. L'Iran assure que l'opération est terminée et appelle Israël à ne pas répliquer, sous peine de réponse encore plus forte. Ce dimanche, les ambassadeurs français, britanniques et allemands ont été convoqués par Téhéran après les condamnations unanimes des 3 pays de l'attaque menée par l'Iran. Mana Cherli, vous êtes sociologue, politiste iranienne, spécialiste de l'Iran. Ces images vous ont fait réagir? Oui, parce qu'en fait, il faut tenir compte que la société iranienne n'est pas une société homogène à 100%. Tous les Iraniens ne pensent pas de la même façon. La partie en fait que vous avez vue, ce sont les bases du régime. Ce sont les gens qui ont toujours soutenu le régime et qui sont en extrême minorité parmi les Iraniens. Pour moi qui observe la société iranienne depuis 30 ans, je peux vous dire que ces gens-là, ils y croient vraiment. Et quand je les ai écoutés dans leur salle virtuelle sur une application de Clubhouse, ils se réunissent tous les soirs, ils parlent. J'entendais cette soif de vengeance de la part de cette minorité des Iraniens, cette partie des Iraniens. Ils voulaient que la République islamique réagisse. Après 45 ans, promesse de mort et de disparition à Israël, c'est Israël qui abat les généraux de l'armée terroriste des Pasdaran. Et après, ils voient ces gens-là qui ont toujours soutenu le régime, je répète, en minorité, vraiment, en minorité, mais ils ont toujours soutenu ce régime et ils voyaient que la République islamique ne réagit pas, il ne fait rien et que leurs dirigeants, ils appellent à la patience stratégique. C'était le mot qui a été employé pendant... Ce que vous nous dites presque, c'est que cette attaque d'Israël, c'est presque pour conforter son socle à l'intérieur de son pays? Absolument. Cette minorité des Iraniens qui le soutiennent encore aujourd'hui, ils ne soutenaient plus. J'ai observé pendant ces 2 dernières semaines un effondrement
importants dans ces bases. Et ils étaient protestataires. Ils disaient, vous nous avez menti, vous nous avez menti. Et donc, la République islamique était obligée de montrer à cette partie de la population qu'elle existe, elle n'a pas menti, qu'elle est sincère. D'où le titre qu'il a inventé pour son opération, Promesse sincère. En fait, il est en train d'utiliser cette attaque pour une communication interne avec ses bases. Il a besoin, le régime a besoin de ses bases. Sans ces bases, il est complètement mort. Parce que les Iraniens sont contre lui en 95% de la population. Mais cette minorité est vraiment vitale pour la survie de la République islamique. C'est pourquoi il a pris ce grand risque, tout à fait en total irrespect des intérêts nationaux des Iraniens. Total irrespect. Qui a déjoué cette attaque contre Israël? On va en parler avec Alizé Boissin. Alizé, une attaque massive qui s'est déroulée cette nuit. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés sur l'État d'Israël. Oui, une attaque totalement inédite qui s'est déroulée cette nuit, mais surtout une attaque en grande partie déjouée. C'est en tout cas ce qu'affirme le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Selon lui, 99% des tirs ont été déjoués. Seuls quelques missiles balistiques ont pu rentrer sur le territoire. Alors, comment cela est-il possible? D'abord, grâce au dôme de fer. Le dôme de fer, vous savez, c'est ce bouclier anti-missile. C'est un système de défense aérien qui est redoutable, qui tout simplement repère les roquettes, qui ensuite peut calculer la distance à laquelle les intercepter et enfin lance des lanceurs. Depuis qu'il existe, ce dôme de fer en 2011, il a intercepté déjà des milliers de roquettes. Mais si l'armée israélienne a réussi à intercepter ces missiles, ces drones, c'est aussi grâce à ses alliés. D'abord, il y a les États-Unis. La défense antiaérienne des États-Unis a intercepté plusieurs drones. C'est en tout cas ce qu'affirme CNN, sans préciser le nombre d'engins abattus. Il y a évidemment aussi le Royaume-Uni, avec la Royal Air Force notamment. Le gouvernement a déclaré qu'il envoyait des avions de combat sur le Proche-Orient, qu'il n'hésiterait pas à intercepter des engins s'il y avait une attaque aérienne. Enfin, il y a aussi la Jordanie. La Jordanie, vous savez, c'est ce pays situé entre l'Iran et Israël qui assure avoir intercepté cette nuit des engins volants qui sont entrés dans son espace aérien. Quel a été le rôle de la France? Selon nos informations, la France a éliminé un certain nombre de drones ou de missiles iraniens, des projectiles qui ont survolé la Jordanie et l'Irak, là où la France a des emprises militaires. Et selon une des sources officielles à BFM TV, cette interception de drones iraniens a eu lieu pour assurer la défense israélienne, la défense Israël. Merci beaucoup, Alizé, pour toutes ces précisions. Le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, était avec nous tout à l'heure. Il fait le point sur la situation. Je pense que dans toutes ces questions et dans toutes ces réponses, il faut être extrêmement prudent. Et il y a aujourd'hui une attaque qui a été faite par l'Iran hier contre l'État d'Israël, avec plus de 330 missiles de croisière, missiles balistiques et des drones, avec le but de mettre en danger la population israélienne. Ces menaces ont été interceptées et détruites en grande partie, par la défense israélienne, par l'armée de l'air israélienne également, comme l'a dit Mathias Sinbar, votre journaliste en Israël, également avec l'aide et la coordination d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, également la France. Et nous devons également remercier nos amis et nos alliés. D'autres pays également ont participé à cette interception. Mais alors où nous parlons, ce serait une erreur de commencer à imaginer quelle pourrait être la suite de cette histoire. L'Iran, depuis des années, il menace Israël. Très souvent, indirectement, elle utilise déjà des proxys comme le Hezbollah, comme le Hamas à Gaza, le djihad islamique, les milices pro-iraniennes chiites en Irak, les Houthis que nous voyons toujours attaquer et bombarder Israël, également des navires commerçants, marchands en mer Rouge. Tous ces proxys sont à la botte de Téhéran. Donc l'Iran fait la guerre, non pas seulement à Israël, mais à d'autres pays également, par l'intermédiaire de toutes ces milices, toutes ces armées terroristes à la botte de l'Iran, qui est financée, enfin tout ça est financé, commandité et préparé par l'Iran. Maintenant, à l'heure où nous parlons, il y a eu ce matin des attaques de nouveau du Hezbollah à la frontière israélienne. Des dizaines de missiles ont touché le sol israélien durant la nuit, mais également ce matin. Israël réagit. C'est également des réactions contre des proxys
de l'Iran, comme le Hezbollah en fait partie. Au-delà de cela, actuellement, à l'heure où nous parlons, le cabinet de guerre restreint se réunit, comme il s'est d'ailleurs réuni hier et avant-hier, et tant que les décisions ne sont pas prises par le gouvernement israélien, qui est le seul et unique légitime échelon pour décider des décisions et de la stratégie, eh bien, nous devons attendre. Et il est clair que Israël, ne l'oublions pas, est toujours en guerre avec le Hamas, à l'heure où nous parlons. Une guerre qui a commencé le 7 octobre, une guerre dans laquelle le Hezbollah, proxy de l'Iran, est rentré dans la danse le 8 octobre. Et depuis, il y a des bombardements au nord d'Israël, il y a des attaques au sud d'Israël, qui ont commencé, comme vous le savez, par ce massacre terrifiant, ignoble du 7 octobre. Et tout cela réuni, l'Iran est derrière. Et nous réagissons. Et au-delà de cela, attendons calmement la décision du cabinet de guerre israélien. Colonel Rafovitz, l'armée israélienne affirme donc avoir intercepté 99% des tirs, avec l'aide notamment des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. L'Iran, de son côté, affirme avoir atteint ses objectifs. On est dans de la propagande ? Écoutez, je ne sais pas ce que dit l'Iran, et de vous à moi, ça n'a aucun intérêt ce que dit l'Iran. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été attaqués. 99% des objectifs ont été éliminés et atteints. Par l'armée de l'air israélienne et par les armées de l'air et autres éléments d'armées amies et alliés, pas seulement d'ailleurs des amis alliés américains, britanniques et français, également d'autres pays. Et dans ce cadre-là, nous pouvons être satisfaits des résultats au niveau en tout cas technique et technologique, mais nous devons garder encore une fois dans cette situation-là une énorme vigilance et beaucoup d'humilité dans cette défense contre la menace iranienne. Colonel Rafovitz, vous l'avez rappelé, Israël est en guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre. Il y a eu cette attaque de l'Iran. Est-ce qu'une désescalade est envisageable ? Je vais vous dire, aujourd'hui, le Hamas, d'après les rapports qui sont arrivés aujourd'hui, refuse l'accord ou les accords possibles dans les négociations qui ont été proposées par les intermédiaires. Le Hamas, semble-t-il, ne veut pas de trêve, ne veut pas rentrer dans des négociations pour faire une trêve et pour rendre les otages. Je rappelle qu'il y a 133 otages toujours aux mains du Hamas, dont 3 citoyens français. Israël est dans ces négociations. Il y a des intermédiaires très importants qui, malheureusement, d'après ce que nous comprenons aujourd'hui, n'ont pas abouti avec le Hamas à avoir une réponse positive de la part du Hamas. Le Hamas reste toujours celui qui a perpétré le massacre du 7 octobre et qui a, je rappelle, les gens parfois l'oublient, qui a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre au matin par la voix de ses 3 chefs, Mohamed Def, Yahya Sinwar et Ismaël Haniyeh. C'est la guerre qui a été déclarée par le Hamas que nous menons, qui a été imposée à Israël. Alors où nous parlons sans otages revenus à la maison, sans en Israël entre autres, et sans le fait que le Hamas dépose les armes, arrête de menacer Israël, eh bien, il est impossible de penser à une trêve. Malheureusement, le Hamas en est l'unique et seul responsable. Et nous voyons également que le Hezbollah, puisqu'on parle également de situation de désescalade, continue à attaquer Israël. 100 missiles ont été tirés par le Hezbollah durant la nuit du Liban. Le Liban est totalement métastasé, je pèse mes mots, par le Hezbollah qui est lui-même une proxy, une marionnette, un agent terroriste de l'Iran en territoire libanais, comme le sont d'ailleurs les Houthis, agents terroristes en territoire yéménite, comme le sont les Kataeb Hezbollah en territoire irakien. Nous voyons que l'Iran, en fait, est en train véritablement de pourrir la vie de ces États, de mettre à nu des gouvernements qui sont incapables, malheureusement, de prendre des décisions, comme est le gouvernement libanais qui est véritablement otage du Hezbollah, donc otage de l'Iran. Pareil pour les Yéménites ou otages des Houthis. Et tout cela réuni fait que s'il y a des escalades, pour l'instant, eh bien, elle n'est pas là parce que l'Iran, parce que les milices pro-iraniennes continuent à frapper, à attaquer, à menacer. Et cette situation est une situation extrêmement inquiétante. Alors revenons sur cette nuit à Jérusalem. Il était 1h48 quand les sirènes ont retenti. Les Israéliens, entre résilience et angoisse, récit de cette nuit avec Raphaël Redon.
Les rues de Tel Aviv ne sont pas vides ce matin, ni celles de Jérusalem. Les habitants circulent, prennent les transports en commun ou s'attablent aux terrasses des cafés, confiants. Je crois que nous avons gagné aujourd'hui. Nous avons donné une bonne leçon aux Iraniens et je pense que le reste du monde saura désormais qu'Israël ne se laissera pas faire sans combattre. Israël a une fois de plus prouvé sa supériorité technologique et mentale et a géré l'attaque iranienne de manière impressionnante. Si l'Iran pense qu'en tant que pays, il peut simplement se soulever et attaquer des civils ou des cibles militaires, l'État d'Israël doit lui montrer que nous sommes forts. Nous ne sommes pas le punching ball du monde. Certains ont une vision plus contrastée, soucieux de leur avenir et craignant l'escalade de la violence. La situation est vraiment effrayante. Parce que nous avons peur de ce qui va se passer et de tous les bombardements et avions qui arrivent. C'est comme si une sorte de guerre mondiale était sur le point de commencer. Tout le monde sait qu'elle peut commencer et que la situation pourrait très bien se détériorer et cela me fait très peur. Je suis vraiment triste que cette génération vive ce genre de guerre et de réalité. Après avoir été fermé une partie de la nuit, l'espace aérien d'Israël a rouvert ce matin. Général Pellistrandi, on rappelle, il y a un moment très important en ce moment qui a lieu en Israël, un cabinet de guerre qui se déroule autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense, Benny Gantz, le ministre de la Guerre. Et il va falloir tenir compte de la position américaine. Il y a quelques minutes, via la Maison-Blanche, les États-Unis déclarent ne pas vouloir d'une escalade ni d'une guerre avec l'Iran. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Et en fait, depuis plusieurs jours, le président des États-Unis, Joe Biden, ne cesse de répéter qu'il faut éviter une escalade. Donc, oui, au soutien à Israël, le droit de se défendre. Et ça a été démontré cette nuit, puisque 99% des missiles et drones ont été interceptés. Mais, voilà, de l'autre côté, ne pas s'engager dans une riposte telle qu'il y aurait un engrenage engageant vers un conflit. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est subtil. Il y a donc ce cabinet de guerre à Jérusalem. Dans la foulée, il va y avoir un sommet en vidéoconférence du G7. Qui doit commencer dans 10 minutes. Voilà, dans 10 minutes, auquel participe la France. Donc là, on est dans une séquence en fait très diplomatique et on verra ce qu'il en ressortira. Mais il est très clair que Washington, mais comme Paris ou Londres, ne souhaitent pas une escalade dans la région. Manas Shirali, Téhéran en a conscience, les États-Unis ne veulent pas une escalade. Quelle solution en fait ? Écoutez, moi je pense que la République islamique a atteint ses buts. Comme ils disent pas faux en fait. Leur but était quoi ? Était de montrer leur soi-disant force à qui ? Ils savent que les Israéliens ils n'ont rien comme puissance militaire. Mais ils voulaient juste donner le change à ces pauvres gens qui le soutiennent encore pour dire qu'on n'a pas menti, on est fort, on est courageux, on tient tête face à Israël. Et là, ce matin, j'ai entendu dire que la popularité des dirigeants iraniens a fortement augmenté dans la rue arabe. Dans les pays arabes, on pense que ces dirigeants criminels qui tuent leur propre population, ils sont des gens courageux parce qu'ils tiennent tête face à Israël. La République islamique d'Iran qui dit en gros cette opération c'est un succès. Comment vous l'interprétez ? C'est un succès pour cette partie de la population. C'est-à-dire grâce à ce simulacre d'intervention militaire qu'il a fait, qui a coûté fort cher aux Iraniens et aux Israéliens, je répète, à deux peuples, ça a coûté très très cher. Grâce à cela, là, il peut garder sa tête haute en disant que, regardez, je n'ai pas menti, je suis capable, je n'ai pas peur des Israéliens. Quelle est la situation réelle en Iran depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années? On voit qu'il y a plusieurs mouvements issus de la population civile qui tentent de regagner des libertés, mais on a l'impression de l'extérieur que le pouvoir tient vraiment fermement les clés. Oui, je dis toujours, il n'y a rien, aucun régime n'est plus puissant qu'une dictature. Pourquoi ? Parce qu'une dictature tue. La République islamique tue. L'année dernière, où nous avons vu, le peuple était dans la rue, les jeunes, les femmes, ils étaient tous dans la rue, ils ne voulaient plus, ils criaient la liberté et la démocratie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tués, on les a torturés, on les a emprisonnés, plusieurs centaines d'exécutions sommaires dans les prisons. Voilà la réponse que la République islamique s'est donnée à son propre peuple. Alors, vraiment, aujourd'hui, je sens que les Iraniens sont vraiment, vraiment désespérés.
Ils savent qu'ils n'ont pas la force de renverser ce régime. Et une grande partie des Iraniens, par désespoir de cause, ils ont mis tout leur espoir sur Israël. Ils pensent que seul Israël est capable de renverser ce régime. C'est pourquoi la partie de la population iranienne qui a énormément souffert, la partie qui a donné des victimes, ces jeunes ont été massacrés, eux, ils disaient enfin, il y a la guerre et les ayatollahs vont tomber. Alors qu'une grande partie de la société iranienne sont très pacifistes. Ils ne veulent absolument pas la guerre, ils ne veulent rien du tout. Ils veulent tout simplement une chose. Je peux vous dire, une écrasante majorité des Iraniens souhaitent dormir une nuit et se réveiller le matin de voir les ayatollahs sont partis et qu'un régime démocratique est en place. C'est leur souhait le plus profond que j'ai pu vraiment songer au fond de leur cœur. Et quand on leur dit ce n'est pas possible, les ayatollahs ne quittent pas le pouvoir aussi facilement, il faut payer, il faut s'investir, il faut donner le prix le plus fort, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre. Manal Chirali, un mot pour terminer. Vous êtes inquiète pour les prochaines heures, les prochains jours? Absolument. Très inquiète. Vous pensez qu'on va vers une escalade? Je pense que l'Iran va traverser une période extrêmement chaotique et les Iraniens vont payer un prix extrêmement cher pour pouvoir se débarrasser de ce régime. Je pense quand même que la fin de la République islamique est proche. Général Pellistrandi, un mot tout de même, quand on voit les appels des États-Unis, de la Maison-Blanche en particulier, qui font savoir qu'ils ne veulent pas d'escalade, qu'ils ne veulent pas d'un conflit avec l'Iran, on sent bien que la Maison-Blanche ne veut pas entrer dans cet engrenage-là. Oui, tout à fait. Et la Maison-Blanche dispose en fait d'outils militaires performants. Il faut bien comprendre que pour aller frapper en Iran, Israël a besoin de mettre en œuvre des armements, par exemple les avions F-35 ou F-15 qui sont d'origine américaine. Et là, il y a un biais par lequel, effectivement, Washington peut faire pression. Donc, il faut trouver un moyen de riposter, peut-être par des actions clandestines non revendiquées, mais des frappes massives comme en miroir, en quelque sorte, à ce qui s'est passé cette nuit, me semble peu probable. Mais il faut rester très prudent parce qu'on est également dans une région où parfois la passion l'emporte sur la raison. Merci à tous les deux. Quelle réponse sera apportée par Israël après l'attaque iranienne inédite la nuit dernière? Nous serons en Iran, en Israël, aux États-Unis dans le prochain journal. Un point complet bien sûr. Mais avant cela,